Bien, une nouvelle semaine s'achève et cette amère sensation d'injustice nous colle encore à la peau. À peine avons-nous digéré la défaite contre Arsenal, une défaite scellée par des décisions que n'importe qui doté Dieu ne peut que remettre en question, que la semaine suivante, le cirque continue avec la VAR et ses grands prêtres en noir. Un but refusé à Brentford contre Aston Villa dans des conditions identiques. Regardez bien, le gardien d'Aston Villa est gêné par 2 joueurs de Brentford. Et je le dis sans détour, il y a faute à 100%. Revenons maintenant à la situation de Saliba sur Bayindir. La gêne sur le gardien dans sa propre surface n'est-elle pas évidente? Et pourtant le but est validé. Ensuite, ce pénalty accordé pour une chute à peine provoquée en fin de match entre Arsenal et Leeds United. C'est une farce. Le défenseur de Leeds a-t-il vraiment touché le pied de Max Dowman avec assez de force pour provoquer une chute si théâtrale? Si cette action vaut pénalty, alors pourquoi l'obstruction d'un défenseur d'Arsenal sur Kuna lors de notre match n'est-elle pas sanctionnée? On nous dit « Arrêtez de vous plaindre, vous avez perdu, c'est tout ». Non. Nous ne resterons pas silencieux quand l'équité est traitée comme une plaisanterie, quand les règles semblent s'appliquer à certaines équipes, et manifestement pas à Manchester United. Mais mettons cette colère de côté un instant. Car au milieu de cette tempête d'injustice, une histoire bien plus grande se trame en coulisses à Old Trafford. Une histoire qui captive l'attention des médias et qui, si elle se confirme, pourrait redéfinir toute notre saison. Je parle bien sûr de Bruno Fernandes et des sirènes saoudiennes. L'offensive revient cette fois-ci du club d'Al-Ittihad. Mais cette fois, quelque chose est différent. Ce n'est plus une simple rumeur. Cela ressemble à la dernière pièce d'un grand échiquier que notre direction aurait secrètement mis en place tout l'été. Et si nous avions assisté à une grande mise en scène à un théâtre de l'austérité savamment orchestré pour finalement abattre une carte que personne n'attendait? Ou s'agit-il simplement de la décision douloureuse entre la conservation d'une légende et la construction d'un nouvel empire? Alors, c'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Mettons de côté notre indignation face à la VAR, car la véritable histoire de la semaine, celle qui pourrait tout changer, nous vient d'Arabie Saoudite. Encore Bruno, encore une offre colossale. Mais cette fois, ne ressentez-vous pas quelque chose de différent? Quelque chose cloche. L'impression que ce n'est plus une simple rumeur, mais peut-être le chapitre final d'un plan calculé dans les moindres détails. Revenons en arrière. Tout l'été, nous avons entendu la même rengaine. United n'a plus d'argent. Le fair play financier nous étrangle. Il faut vendre pour pouvoir acheter. Une histoire presque trop parfaite pour endormir la concurrence, une excuse commode pour justifier une certaine lenteur sur le marché. Et puis boum Sheshko, boum Kuna, boum Mbeumo. Près de 200 millions de livres sterling dépensés, comme s'ils sortaient de nulle part. Comment? D'où vient cet argent? Écoutez attentivement, car si cette théorie est vraie, alors notre nouvelle direction vient de réaliser un coup de maître d'une subtilité extrême. Le plan pourrait être le suivant. Ineos et son état-major savaient pertinemment que s'ils jouaient carte sur table, si le monde entier savait que Manchester United allait recevoir une fortune en vendant Bruno, alors le prix de chaque joueur ciblé augmenterait automatiquement de 30%. Jamais Brighton n'aurait vendu Baleba pour moins de 100 millions. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont joué la carte de la pauvreté. Ils ont fait le tour de l'Europe bouclé, leurs coûteuses acquisitions offensives en premier, créant l'illusion d'un budget déjà épuisé. Et puis alors que le mercato touche à sa fin, la rumeur Bruno ressurgit, comme par magie. Al-Ittihad entre dans la danse. Une somme astronomique est posée sur la table. À ce moment précis, la vente de Bruno n'apparaît plus comme un signe de panique, mais comme le coup de poker final. Ils récupèrent enfin une montagne d'argent, et avec cette manne financière inattendue, ils retournent voir Brighton en disant « Tiens, on vient de recevoir une somme imprévue, vous nous vendez Baleba. » Trop tard pour Brighton pour faire monter les enchères. C'est parfait. Si c'est réellement ce qui se trame en coulisses, alors je tire mon chapeau. Ineos ne se contente pas de reconstruire une équipe, ils reconstruisent notre façon de faire des affaires. Ils ont joué une partie d'échecs de maître, et il est fort probable que toute la Premier League n'y ait vu que du feu. La théorie du complot est séduisante, mais il est temps de faire face à une réalité bien plus brutale, à une décision qui pourrait définir le destin de ce club
pour les années à venir. Admettons que le premier scénario soit vrai, que 100 millions de livres soient sur la table. La question ultime se pose, devons-nous vendre Bruno Fernandes ? Ce n'est pas qu'une simple décision de mercato. C'est un conflit entre la gratitude du passé et le pragmatisme cruel de l'avenir. D'un côté, nous avons une icône, un joueur qui est sans l'ombre d'un doute la meilleure recrue de l'ère post-Sir Alex Ferguson. Rappelez-vous, il est arrivé au milieu du chaos, au sein d'un collectif sans âme, et par son talent, par sa rage de vaincre, il a à lui seul tiré ce navire à la dérive vers l'avant. Près de 40 contributions de buts par saison, un capitaine qui se bat jusqu'à la dernière goutte de sueur. Vendre un tel homme, vendre l'âme de cette équipe depuis 4 ans, cela ressemble à une trahison. C'est un risque colossal, tant sur le plan mental que sportif. Mais mettons les émotions de côté et regardons le tableau tactique. L'ère de Ruben Amorim est là, et elle fonctionne selon des règles complètement différentes. Le système en 3-4-2-1 exige un double pivot, composé de machines capables de couvrir d'immenses espaces, de défendre comme des guerriers et de relancer comme des artistes. Soyons honnêtes, est-ce le profil de Bruno? Non. C'est un numéro 10 de génie, un agent du chaos, dans le dernier tiers, mais lorsqu'il est contraint de redescendre ses lacunes dans le placement défensif et la vitesse sont exposées. Garder Bruno, c'est accepter un déséquilibre structurel, une faille que les meilleures équipes ne se priveront pas d'exploiter. Et c'est ici que la cruauté du football de haut niveau entre en jeu. Bruno ne deviendra pas meilleur. Il est à son apogée et à partir de maintenant, la courbe ne fera probablement que descendre. C'est la dernière chance, le moment parfait pour tirer un profit maximum d'un actif à sa valeur la plus haute. 100 millions. Avec cette somme, le problème du fair play financier est résolu. Avec cette somme, Carlos Baleba n'est plus un rêve, il devient une réalité. La vente d'une icône pourrait nous offrir les fondations d'une décennie entière. C'est l'arbitrage classique entre la garantie individuelle et l'équilibre du système. Garder Bruno, c'est conserver une source de but fiable, mais c'est aussi accepter un système imparfait. Vendre Bruno, c'est perdre notre capitaine, mais c'est s'offrir la chance de bâtir une machine plus équilibrée et plus redoutable. Au final, c'est une décision pour laquelle il n'existe aucune réponse parfaite à l'heure actuelle. L'histoire sera le juge ultime. Mais une chose est sûre avec l'attaque que nous venons de construire, avec la nouvelle philosophie, qui prend forme peut-être, et je dis bien peut-être, que l'ère de Bruno Fernandes à Old Trafford est arrivée à son terme. Alors, selon vous, à quoi ressemblerait Manchester United sans Bruno Fernandes? Laissez votre avis en commentaire.